examinateur, Monsieur Benhamel Kamel, professeur à l'université de Djeya. On vous a laissé exprès. Hein? Merci. Alors, donc, merci, Monsieur le Président. Donc, de ma part aussi, je tiens à féliciter Madame Belhaddad donc, pour je dirais, la clarté de votre exposé. C'était vraiment très riche en informations, beaucoup de recherches, beaucoup de travaux qui ont été réalisés durant votre cursus universitaire. Donc, bien sûr, avant d'entamer bien sûr la discussion, donc je remercie Monsieur donc d'avoir m'invité à votre jury d'habilitation. C'est un honneur aussi de rencontrer de temps en temps donc nos collègues et amis de l'université, donc professeur Zawel, Monsieur Chellali, professeur Namoun. Donc c'est un plaisir de les voir de temps en temps à l'université de Béjaïa. Alors donc, comme vient d'être signalé par nos collègues, dans votre jury, je pense que vous avez déjà 3 spécialistes en MNO2. Donc mon intervention va se focaliser et se limiter bien sûr au premier axe de recherche qui est le MNO2, sachant que par hasard que moi aussi j'ai travaillé sur le MNO2. C'était dans le cadre d'un sujet de magistère entamé en 90, donc soutenu en 94 sous la direction de professeur Chellali qui est là. Alors aussi membre du jury, monsieur Messoudi, qui était aussi. Donc à l'époque, je me rappelle très bien qu'en abordant la synthèse électrochimique du MNO2, enfin la synthèse du MNO2, c'était déjà. On peut dire, ils m'ont dit à l'époque, c'était démodé, il y a beaucoup de travaux là-dessus, etc. Donc, moi-même, j'étais intéressé à la synthèse électrochimique du MNO2, et comme pur hasard, donc c'est votre perspective, c'était sur des électrodes en TO2. Donc, pourquoi le TO2? C'était à l'époque où j'ai entamé ma recherche bibliographique, j'ai vu que la variété électrochimique est la meilleure par rapport à la variété chimique, présente aussi certains inconvénients, puisque la grande application de MNO2 c'était destiné pour, je dirais, la fabrication des piles, les piles sèches. Donc c'est la grande partie du MNO2 donc, se trouve dans la pile sèche. Et parmi les inconvénients, bien sûr, à l'époque, le MNO2, il était synthétisé sur des anodes en plomb. La présence des impuretés de plomb dans du MNO2 provoque ce qu'on appelle une réaction secondaire et la décharge des piles. Vous avez constaté à l'époque, c'est-à-dire les piles fabriquées par Sonilec à l'époque, et ils se déchargent en les laissant, c'est-à-dire un certain temps. Et il se trouve que ces impuretés de plomb contribuent à la décharge de cette pile. Donc notre idée, c'était à l'époque déjà de changer la synthèse électrochimique en remplaçant l'électrode de plomb par une électrode très stable, puisque vous avez déjà vu que dans la synthèse électrochimique, vous travaillez dans un milieu acide avec des sulfates de manganèse, de manganèse, et là, il y a un problème de corrosion à l'anode, suite au milieu très corrosif. Donc nous, on a travaillé sur ce qu'on appelle des anodes stables. C'est des anodes en TO2, et le pur hasard, donc dernièrement, j'ai repris mes travaux, même des microscopies électroniques à palliage, et c'était une surprise parce qu'à l'époque, en 90, le nano n'était pas connu, la nanotechnologie. Et il se trouve que cette synthèse a été, la structure montre que le MNO2 synthétisé est à l'échelle nanométrique. Donc, je dirais que vous avez contribué largement
à la bibliographie, surtout dans le domaine de le MNO2, qui fête les 50 ans, plus de 50 ans. J'ai vu dernièrement que beaucoup de laboratoires, même des Japonais, qui ont repris des travaux qui ont été publiés même les années 80, ils l'ont modifié puisque les méthodes actuelles leur permettent de faire des analyses, comme tout à l'heure l'idée donnée par Monsieur Chilali, donc concernant l'étude par ATG, c'était à l'époque, on l'a déjà fait. L'étude pour voir les différents paliers. On a étudié les MNO2 synthétisés par voie électrochimique et même l'étude de l'analyse thermogravimétrique a été faite à l'université, je me rappelle bien, à BJA, comme on vient d'acquérir un nouveau appareil, c'est ARAM, donc ATG, ATD. Donc le parcours, comme vient de signaler par le professeur Chilali et le professeur Zerouel, donc c'est atypique. Donc un chapter book, 9 publications dans des revues de renommée internationale, 12 communications internationales, seulement 2 communications à l'échelle nationale. Bon, je me réfère par rapport à ce que vous avez donné déjà depuis il y a 2 ans. Donc, vous avez déjà ajouté tout à l'heure certaines. Alors, donc, vous êtes habilité à diriger des travaux de recherche. Donc, c'est le but. Seulement que le savoir que vous avez, c'est énorme. D'ailleurs, votre CV, peut-être que, entre guillemets, il peut dépasser certains CV de certains profs, pour ne pas critiquer, mais il est très riche. Le petit reproche, c'est l'encadrement. Et j'ai vu que dans l'encadrement, c'était seulement en 2014 que vous avez commencé à encadrer. Entre guillemets, c'est des mini-projets, parce que quand on parle de licence, c'est des mini-projets et ce sont des sujets de recherche bibliographique. Ils sont limités à des recherches bibliographiques. Donc, le savoir que vous avez acquis, qui est énorme, plusieurs stages à l'étranger, je dirais qu'il n'a pas été, transféré vers cette nouvelle génération. Peut-être que tout à l'heure, M. Chilali l'a souligné que peut-être vous avez passé par une période un peu difficile, un peu stable, qui explique un petit peu votre disponibilité à diriger des travaux de recherche, je dirais, de qualité, parce que, sincèrement, c'est des travaux de haute qualité. Ce n'est pas des travaux qui sont la preuve, qui sont publiés dans des revues de renommée internationale avec facteur d'impact élevé. Alors donc voilà, c'est ce que je dirais petit reproche, peut-être, ou bien des non-disponibilité même. Tout à l'heure, vous avez signalé que dans le cadre de magistère, tant que vous n'avez pas encore cette habilitation, on vous accorde juste le titre de membre invité. C'est-à-dire même pas qu'on cadre un co-directeur de thèse. Je dirais l'avenir, non, c'est pas un point noir, mais je dirais que l'avenir, Inch'Allah, vous aurez l'occasion de transférer ce savoir. Et c'est le but de l'habilitation, c'est faire transférer ce savoir à ces nouvelles générations. Donc 2000 à 2014, vous voyez bien, c'est déjà 14 ans. Ah, c'est très long. Et là, on peut faire sortir les avantages et les inconvénients d'un ancien système. Devant nous, un cas qui est passé par l'ancien système, donc 2A, ingénieur, magistère, doctorat. Certes, c'est très long, mais c'est de qualité. Par contre, le nouveau système, ça permet d'avoir le doctorat en 7 ans. C'est-à-dire, c'est la moitié de parcours. Vous voyez, c'est quand même 7 ans je dirais, dans la vue humaine, quand même, ça compte énormément, beaucoup. Alors donc, moi, c'est un honneur. Oui, allez-y. Juste pour répondre à votre question concernant les encadrements.
Donc c'est vrai que j'ai le savoir-faire, etc. Mais pour encadrer des étudiants, il nous faut du matériel. Or, à l'université de Buira, il manque... il y a même des béchères qui ne sont pas d'une quantité suffisante pour les étudiants. Donc, quand j'ai occupé le poste de chef de département, je ne vous cache pas, j'ai fait des combats pour avoir du matériel pour les étudiants de ce département-là. C'est pour ça que j'ai pas pu soutenir mon habilitation dans les délais, etc. Donc j'ai fait de mon mieux pour ce département pour que les étudiants puissent avoir du matériel. Pourquoi? Parce que les enseignants là-bas, vous pouvez voir même avec mes collègues qui sont des enseignantes à Buira, ils sont de Béjaïa. Donc on propose des sujets pour les étudiants. Mais quand on arrive à la partie pratique, on est bloqué. Donc c'est ça ce qui fait que j'ai pas pu encadrer et publier. Pourquoi? Parce que les résultats ne sont pas suffisants pour qu'ils puissent être publiés à l'échelle internationale. À l'université Alger 1, c'est un nouveau département, et l'ont créé ça fait 2 ans, à la fac centrale, c'est toujours la même chose. Le matériel. Et le chef de département actuel, il m'a proposé même de prendre le poste de chef de département. J'ai refusé pour ne pas refaire le même parcours que j'ai fait à l'université de Buira. C'est toujours le matériel. Donc l'enseignant, s'il a le matériel nécessaire, il peut encadrer une dizaine d'étudiants. Mais si on n'a pas le matériel, c'est ce qui nous bloque. Alors, en qualité de directeur de matériaux organiques, je vous invite, le labo est ouvert. Merci. Et ça fait un grand plaisir, bien sûr, de collaborer avec un scientifique de renommée. Je dirais quand même, vous avez de l'expérience et on aimerait bien que vous n'allez pas garder ce savoir. Je dirais que c'est un entrave et un empêchement majeur pour, je dirais, concrétiser vos idées, j'en suis sûr que vous avez énormément d'idées pour les développer, donc je suis ouvert à une collaboration, surtout que j'ai dit, c'est vrai que c'est une bonne partie de ces travaux que j'ai mis à côté puisque je me suis converti vers les produits verts, même dans les produits verts, donc j'ai trouvé quand même, il y a beaucoup d'articles, surtout dans la synthèse de tout ce qui est oxyde, quand même qui trouvent beaucoup d'applications dans le traitement, dans l'environnement, donc il y a plusieurs applications. Bon, sans tarder, donc je vous félicite encore une fois. Ça fait un grand plaisir d'assister à votre donc jury d'habilitation et je passe la parole à Monsieur le Président. Merci. Merci beaucoup, professeur Belhamel, pour cette intervention. Vous voyez que les portes de l'Université de Béjaïa restent ouvertes, mais aussi celles de Sétif et celles des autres universités sont également ouvertes. Il suffit juste de faire preuve de mobilité et avoir une surface spécifique la plus importante possible. Comme ça, vous allez améliorer la surface de contact et par conséquent des échanges fructueux. Alors, avant de donner la parole à mes collègues qui ont rapporté le travail, je vais vous faire part de quelques petites remarques et ma contribution dans le cadre de ce jury d'habilitation. Moi, à mon sens, l'avenir qui pourrait être vraiment très fructueux dans le domaine de la recherche vous concernant, je pense que c'est le domaine de l'énergétique. Le bioxyde de manganèse est un matériau encore d'avenir. L'idée que vient de lancer notre ami professeur Zarwal pourrait nous être tous d'une grande opportunité. Et d'ailleurs, il vient de me souffler une idée qu'il avait proposée à M. Mkhloufi, je crois ce matin ou hier soir, c'est de nous présenter une conférence plénière pour nous faire un état de l'art
des travaux de recherche dans le domaine du bioxyde de plomb, comment il a pu améliorer les propriétés du bioxyde de plomb synthétisé chimiquement et les rapprocher de celles du bioxyde de plomb synthétisé par voie électrochimique. Maintenant, on voudrait faire la même chose avec le bioxyde de manganèse. Il va nous faire une conférence plénière dans les mois à venir, Inch'Allah. Nous allons nous entendre sur le timing. Mais on est franchement à la recherche d'idées pour pouvoir appréhender cette thématique de recherche. Donc, à mon sens, l'avenir est dans l'énergétique et il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit dans le domaine des piles, des batteries, mais aussi cet axe de recherche que vous avez ouvert, celui en relation avec les supercondensateurs. Les pionniers dans le monde, tout le monde le sait, c'est les Japonais. Mais seulement l'écueil important réside dans l'amélioration de la capacité de ces supercapaciteurs. Et pour que ces supercondensateurs puissent vraiment être utiles, il faut
Et la surface spécifique. Donc là, j'ai synthétisé. Et on se rapproche du matériau idéal qui est recherché. Pour cette partie, j'ai synthétisé le matériau, mais je n'ai pas déterminé sa capacité spécifique. Je ne l'ai pas utilisé comme matériau de supercondensateur. Là, c'est juste pour montrer que la morphologie de l'oxydant MnO2 influe sur la morphologie du polypyrrole. C'est juste pour dire que dans la littérature, on trouve que les chercheurs ils utilisent des membranes pour fabriquer des nanotubes de polypyrrole, or que moi, dans mon travail, je montre qu'en utilisant le MnO2, on joue sur sa morphologie. Je peux modifier la morphologie du polypyrrole sans utiliser des membranes. Et ce qui est noir, c'est le PPY. Tout ça, c'est du PPY. Voilà. Ce qui... Il n'y a pas de MnO2 dedans. Donc non, là, c'est vide. Pour l'analyse EDX, j'ai mis absence totale du manganèse. C'est ça. Donc il n'y a que du polypyrrole. Donc c'est des tubes vides à l'intérieur. Voilà. C'est des cylindres vides. Et ça, je pense que c'est un résultat extrêmement important, puisqu'on dit le matériau d'électrode idéal pour un supercondensateur, c'est un matériau qui a une surface spécifique très élevée et un matériau qui présente une porosité également importante. Une structure nanométrique. Voilà. Et là, je suis certain, si vous rajoutez, si vous avez tous les ingrédients pour arriver à ce matériau idéal. Et donc, à l'avenir, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut... Commercial. Il est de très mauvaise qualité. Je vous donne cette information parce que j'ai encadré des magistères. Utilisez les crayons de charbon de l'EMPEC, un stock, et là, vous mesurez la résistance, vous gagnez mouche qui c'est de la Chine. Ça nous a posé des problèmes. Nous avons changé, le guitou est de très mauvaise qualité. C'est pour votre information. Ne vous fiez pas. Merci Paul. Je vais avoir donné, je pense, les bâtons de l'EMPEC. Vous avez eu quelques bâtons de l'EMPEC, non? Non. C'est l'étudiant là qui a préparé lui-même les électrodes. Vous avez encore la mémoire de fin d'études. La mémoire de fin d'études, et on vous a dépanné par ceux de l'EMPEC. Sur les piles. Très bien. Donc, je voulais vous proposer cette piste pour justement arriver à ce matériau idéal, matériau d'électrode idéal pour les applications des supercondensateurs, un matériau qui est nanométrique, un matériau qui est poreux et une porosité très contrôlée. Et de cette manière, je pense que vous allez limiter considérablement la résistance interne et vous allez avoir une capacité assez importante. Et vous allez, pour avoir un supercapaciteur qui pourrait être utile pour des applications, il faut dépasser les 500 farad par gramme. Moins de ça, c'est pas intéressant. Oui. C'est pour ça que les chercheurs ils utilisent des nanocomposites. Oui, mais toi, tu as les nanocomposites. Tu as les nanotubes. Oui. Tu as les nanotubes. Donc, tu maîtrises à la fois,
tu améliores et la surface spécifique et la porosité, et tu les contrôles. Je suis certain que tu auras de bons résultats. Tu as un petit problème, Marc, si vous me permettez. Tu as un problème de contact entre les grains. Marc, tu as tout. Tu as un problème de contact, comme les grains sont petits. Moi, le film nous dit de l'acétylène كبير. Tu ajoutes le polymère, entre les grains et faire des contacts, tu vas augmenter la. Je rejoins l'idée de Monsieur le Président. Donc tu as tout, il faut régler ça. Voilà, donc merci encore une fois pour la qualité de l'exposé, pour le niveau des publications que tu as eues. Et puis, moi, je t'encourage fortement à garder cette relation avec les universités algériennes, mais même aussi européennes. Et nous, on est disposés à travailler avec toi à l'avenir, Inch'Allah. Donc, sans trop tarder, je cède la parole à mes collègues rapporteurs, dans le cas où ils veulent intervenir. Alors, je vais leur céder la parole et à eux de se la partager. Je vais pas utiliser l'extrême gauche, je vais utiliser le centre. Non, je vais céder la parole à mon collègue professeur Namoun, qui nous vient de l'université de Sétif. Donc, c'est notre invité. Tfaddal. Voilà, merci Monsieur le Président. Pardon. Moi également, je tiens à remercier Madame Belhaddad de m'avoir invité pour faire part de ce jury de soutenance, d'habilitation universitaire. Vraiment, c'est un plaisir pour moi et c'est un honneur de revoir c'est l'occasion de revoir mes collègues et amis de l'université de Djeya. Bon, je vous félicite également pour la qualité de votre document présenté. Donc, je l'ai trouvé bien structuré, complet et explicite. Donc, vous présentez vos parcours pédagogiques et de recherche que je trouvais très riches. Donc, vous avez pas mal de publications. Bon, question de remarque, peut-être j'ai une petite remarque. Quand vous mettez en nomenclature le PPY, moi j'ai cru que vous dopez le PPY par le fer. Donc le fer vous utilisez comme support, je pense. Oui. Donc il fallait commencer par le fer, écrire FE, puis tirer / PPY. Et c'est pas l'inverse, PPY, FE. Et ici à Bujaya, on fait le contraire. Vous avez inversé la position. Très bien. Oui. Pardon. Je continue, je peux Monsieur le Président. Voilà. Bon, les différents, on parle un petit peu de la thématique que vous avez, les différents thèmes que vous avez abordés. Vous utilisez le MnO2 une fois comme matériau d'électrode dans les piles primaires. Une fois, de l'autre côté, vous utilisez en tant que supercondensateur. Donc, et une fois, vous l'utilisez comme un dépolluant. Donc, vous jouez sur la conductivité du matériau, la conductivité électrique. Parce que quand vous utilisez le MnO2 comme matériau composite dans les supercondensateurs, il est utilisé comme isolant. C'est ça? Et quand vous l'utilisez tantôt comme matériau d'électrode dans les piles, c'est un matériau conducteur. Vous visez la conductivité, augmenter la conductivité. Et quand vous l'utilisez comme matériau, comme un dépolarisant, par exemple dans le traitement des eaux, vous l'utilisez comme un agent oxydant. Donc vous voyez là, vous jouez sur la qualité électrique, la conductivité électrique. Oui, mais pour le point tracé dans mes perspectives, pour le MnO2-TiO2. Là, c'est pour la dépollution des eaux. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé que les ions, par exemple cobalt, s'absorbent sur le MnO2. Donc, mon objectif était de l'utiliser comme dépolluant. C'est pour par absorption. Vous éliminez les mains par absorption. C'est pas comme agent oxydant, c'est-à-dire l'oxyde des matières organiques. Non, ça a été déjà réalisé. Je l'ai utilisé comme agent oxydant pour la polymérisation du pyrrole en polypyrrole. À l'époque, mon but c'était de synthétiser un nanocomposite à base de polypyrrole et MnO2.
Donc, quand je l'ai utilisé comme agent oxydant, donc c'est réduit, les ions sont réduits en un mètre de plus, ils sont passés en solution. On a obtenu que le polypyrrole seul. Mais c'était juste un hasard. Très bien. Bon, vous l'avez utilisé comme pour l'oxydation de l'acide urique et de l'hydrazine. Pas de Vous pouvez MnO2. justifier votre choix, là, les cibles. L'hydrazine. L'hydrazine. Pourquoi vous avez dit que c'est un matériau toxique et tout ça? Vous l'oxydez pour produire quoi? Non, c'est la préparation d'un capteur pour la détection de l'hydrazine. Et quelle est sa concentration? Pourquoi? Parce qu'il y a une concentration limite à ne pas dépasser. Sinon, la concentration, sinon l'hydrazine sera mortelle. Oui, mais vous cassez la molécule pour produire quoi? C'est des oxydes d'azote? Est-ce que vous produisez de l'azote élémentaire, enfin gazeux? Vous produisez quoi? Vous n'avez pas cherché à analyser les produits de dégradation? Non. C'est juste pour la détection. Parce que si vous voulez l'éliminer de l'eau polluée pour produire des oxydes d'azote, pour les jeter dans l'air, les oxydes d'azote aussi sont néfastes. Donc vous dépolluez l'eau pour polluer l'atmosphère. Donc c'est pas, il faut voir les produits de dégradation. Si vous produisez de l'azote, N2, ça va. Il va se dégager, c'est un matériau, c'est un gaz inerte. Mais si vous produisez des sous-produits azotés, ils sont aussi polluants. Voilà. Bon, pour l'acide urique, pourquoi vous avez fait votre choix sur l'acide urique comme cible d'oxydation? Vous avez dit qu'il ne fallait pas augmenter le taux d'acide urique dans le sang, c'est ça? Oui. Vous faites des oxydations, c'est-à-dire c'est dans l'eau polluée, là. Vous visez dépolluer l'eau. C'est pour la préparation d'un capteur bio-électrochimique en utilisant une électrode modifiée à base de polypyrrole déposé sur le fer et dopé par les ions FCN. Donc c'est un travail réalisé en collaboration avec Madame Dhabia Oki. Parce que l'acide urique, il est utile dans le sang, c'est un antioxydant. Justement, il est là, c'est vrai, il ne faut pas dépasser une certaine concentration. Mais il est là, il est bénéfique là, dans le sang, l'acide urique. Donc, c'est un antioxydant. Tout ce que vous avez comme radicaux libres qui se génèrent dans le sang, c'est l'acide urique qui va les réduire. Là. Vous m'excusez, Monsieur le Président. Quand tu as un excès d'acide urique, je viens d'avoir un problème indien. Tu as la maladie qu'on appelle la goutte. La goutte. Tu as l'orteil, il choule un bouton et ça fait vraiment mal. Et moi je l'ai eu parce que j'ai pris beaucoup de viande en Turquie, et c'est la maladie des rois. C'est la maladie des rois parce qu'ils mangent beaucoup de viande. Maintenant je me documente. Et c'est quoi la goutte? C'est un dépôt de l'acide urique en cristaux au niveau de l'orteil. Et ça fait très très mal. Tu ne peux même pas marcher. Voilà. Donc il ne faut pas dépasser. Elle a fait un capteur pour mesurer le taux d'acide urique. C'est très intéressant. Dans les urines, par exemple. Donc un capteur, vous l'utilisez comme capteur pour évaluer la concentration d'acide urique dans le sang. C'est ça ce que vous visez là. Bien, une dernière question. Il y a un autre thème qui est très important, c'est est-ce que vous l'avez mis dans les perspectives? C'est la photoactivité, je pense, vous visez la dépollution vous l'utilisez comme matériau composite avec le TiO2. C'est pour quelle raison? C'est juste pour comparer avec le MnO2. Donc, on utilise le MnO2 pour la dépollution et un autre composite, MnO2, TiO2, pour aussi la dépollution, pour voir est-ce qu'il y a une amélioration si on utilise deux oxydes. D'accord, il n'y a pas mieux que le TiO2. En la photoactivité, il est très photoactif, le TiO2. Mais si vous le mélangez avec du MnO2, vous songez, c'est-à-dire vous avez une prévision de le mélanger, d'ajouter un petit taux de MnO2 dans le TiO2. C'est pour quelle raison? Est-ce que vous vous inspirez de la littérature? Vous avez des travaux qui sont en cours? On fait des matériaux composites avec le TiO2 ou je ne sais pas. Parce que, est-ce qu'il est photoactif? Le MnO2, c'est un matériau conducteur, la conductivité. C'est un conducteur.
Donc ce n'est pas un semi-conducteur. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? TiO2, d'accord. TiO2, c'est un matériau photoactif. Mais pour le MnO2, pourquoi vous... C'est-à-dire, c'est un genre de dopage, ce que vous visez, c'est ça? Le MnO2, parce que j'ai trouvé dans des publications qu'ils l'ont déjà utilisé pour l'absorption des ions cobalt. Et pourquoi avec le TiO2? C'est ça ce que je ne comprends pas. C'est-à-dire que vous ne visez pas absorption. Là, c'est juste une idée pour augmenter l'efficacité. C'était juste un test pour augmenter l'efficacité du MnO2. C'est-à-dire donc le procédé, c'est différent. Ce n'est pas la photochimie. C'est l'absorption. C'est la récupération des matériaux toxiques par absorption. Oui. Donc, le TiO2, il est là pour quelle raison? Parce que le TiO2, généralement, on l'utilise en photochimie, en photocatalyse, c'est un matériau photoactif. Donc, pourquoi vous l'utilisez avec du MnO2? C'est ça ce que je ne comprends pas. Il y a deux procédés différents. Élimination des matières toxiques par absorption. D'accord. En utilisant le MnO2. Élimination des matières toxiques par le TiO2, c'est par un procédé photo. Hein, c'est la lumière, photochimie. Mais quand vous faites, c'est-à-dire vous préparez un matériau composite des deux, vous visez quel procédé? Améliorer quoi? À vrai dire, j'ai choisi le polypyrrole TiO2, et comme j'ai pensé au MnO2, donc je l'ai relié directement au TiO2. D'accord. Voilà, d'accord. Peut-être on aura le temps d'en parler. Donc, je renouvelle mes félicitations. Hein, je vous souhaite une bonne partie. Très bien. Pour apporter ce qu'elle a eu, c'est génial. Dans les oxydes, moi j'ai beaucoup lu. Le problème, on dit que c'est des conducteurs. Il ne faut pas s'arrêter ici. Il y a la conduction ionique ou il y a la conduction électrique. Simplement, le problème de TiO2 ou MnO2 ou même PbO2, on dit que c'est des conducteurs, c'est des semi-conducteurs. Alors, les grains, quand il y a des grains, on rajoute une noix d'acétylène pour augmenter l'électroactivité. Normalement, non. Et ils ne sont pas conducteurs, et quand on les fait travailler, ils travaillent sans noix d'acétylène. C'est quelque chose de... C'est pour ça que je vous ai invité à voir des cours de décharge. TiO2, MnO2 en milieu protonique, en milieu aqueux, et en milieu lithique. Et vous allez, à travers les courbes de décharge, lier ça avec la structure cristallographique. Et parce qu'il y a intercalation des ions, que ce soit H+, ou la lithium. Mais selon quel axe? Nous avons une structure cristallographique. Normalement, après avoir fait une réaction, qu'est-ce qu'on fait? On fait des rayons X, on fait l'affinage des paramètres cristallins. Qui c'est qui a augmenté? A, B ou la C, selon la structure. On va une direction qui est favorisée. Et ça va nous éclairer sur le processus de diffusion. C'est pour ça que vous avez fait beaucoup de choses. Qui dit MnO2, TiO2, c'est pour avoir un phénomène synergie, avoir une synergie. Acétif, une fois dans notre laboratoire, M. Zerouel ou Kamel, on a travaillé beaucoup sur ces produits. PbO2, je le disais tout à l'heure à mes collègues, il est stable en milieu sulfurique. MnO2, il est stable en milieu basique. Si on les mélange tous les deux, il va falloir trouver un milieu adéquat pour les étudier. Le seul milieu, c'est un milieu solide, conducteur protonique. C'est des conducteurs, il faut choisir. Nous avons choisi l'argile. Et là, au cours de décharge, celui qui a le potentiel le plus élevé va s'imposer. C'est la carte d'identité. Donc c'est PbO2 qui va se décharger en premier lieu. Une fois arrivé au potentiel de MnO2, il va prendre le relais. Le mélange, il faut trouver plusieurs mélanges, les comparer avec MnO2 seul et PbO2 seul. Et on ne sait pas ce qu'on va avoir. Si on allait avoir cette synergie, pourquoi ne pas avoir un mélange? Et je vous assure que le milieu solide, après Grenoble, après la sortie de la retraite, M. Guitan, à Sétif, nous sommes au niveau international, et il nous demande donc comment vous avez fait.
Donc, vous avez du travail. MNO2, TIO2, PBO. Allez-y, Linda. On est là derrière. Mes félicitations à Madame Belhaddad. Je vous souhaite bonne continuation donc, dans votre vie professionnelle. Et je repasse la parole à Monsieur le Président. Merci. Merci beaucoup, professeur Namoun, pour toutes ces remarques. Atek Saha. Je cède la parole à Monsieur Saoudi également, s'il veut nous dire également quelque chose en sa qualité. Les trois derniers intervenants vont intervenir en qualité de rapporteurs. Ils ont expertisé votre dossier de A à Z, ils l'ont apprécié. Si on est là, c'est parce qu'ils nous ont donné le feu vert. Voilà. Professeur Saoudi, ensuite professeur Mkhloufi. Je vous remercie, Monsieur le Président, qu'il me soit permis en premier lieu d'exprimer ma grande satisfaction de me retrouver parmi ce jury. Je suis d'autant plus fier que j'ai eu la chance d'avoir à contribuer à la formation d'un groupe ou deux groupes, je pense que ça doit être deux groupes dans le domaine de l'électrochimie. Et le plaisir aujourd'hui, c'est de constater qu'ils ont pu prendre la relève d'une façon vraiment fortement appréciable. Ils ont pu donc prendre le relais sur cette question de bioxyde de manganèse qu'ils ont connu déjà depuis 1981, je pense, comme ça, aux alentours. Et je suis d'autant plus satisfait qu'ils ont pu évoluer à une vitesse vraiment grand G et avec une compétence démontrée, avec tout ce qu'on constate comme travaux scientifiques, des publications, des encadrements, de thèses, et on a eu des communications, etc., etc. C'est vraiment la satisfaction. C'est ce que j'ai essayé aussi de faire même ici, de lutter. Et on peut être fier aussi des premiers résultats qu'on a pu avoir à Béjaïa, et j'espère qu'il faut redoubler d'efforts aussi pour quand même mettre tout le monde dans cette voie de réussite, dans les études, parce que c'est très important. Je voudrais ne pas oublier quand même de les remercier d'avoir fait un petit rappel historique sur ce qu'on a pu constater dans le temps. C'était vraiment formidable, parce qu'on a eu affaire à des étudiants consciencieux dès le départ. Et cette expérience nous a amené aussi à faire quelque chose à Béjaïa. J'espère qu'on va aussi quand même aboutir, mais ce sera grâce aussi à la relève qui est en train de se mettre en place. Cette relève, c'est vous, c'est d'autres éléments de votre promotion. Jusqu'à présent, on peut dire qu'au niveau du laboratoire d'électrochimie, alhamdoulilah, on a quand même une bonne équipe qui s'élargit, une bonne équipe grâce aux encadrants, dont deux sont ici présents, et même la contribution de CETIF, ils ne sont pas là, d'accord, à Béjaïa, mais leur contribution à partir de CETIF, moi je pense que Béjaïa CETIF, c'est un trait d'union, c'est la même équipe, c'est les mêmes équipes, et ça c'est une grande satisfaction. Donc là je viens à Madame Belhaddad pour commencer par lui présenter mes sincères félicitations, vraiment sincères félicitations, parce qu'aujourd'hui je suis comblé d'assister à la soutenance de votre habilitation et d'avoir connu votre parcours depuis le DUA, d'avoir constaté jusqu'à ce jour que vous avez progressé vraiment de façon brillante, c'est-à-dire toutes les étapes se sont succédées avec une réussite franchement excellente, et vous avez réussi c'est-à-dire dans les délais réglementaires. Et aujourd'hui, vous nous faites dire, je le dis encore toujours aux étudiants,
un peu les parcours des étudiants que nous avons connus au niveau 5, il y a d'autres, heureusement, et tous ceux qui se sont distingués par leur sérieux, par leur travail, ils sont en train d'arriver au summum. De bientôt, Inch'Allah, on aura plusieurs professeurs qui sont passés, qui ont fait les efforts qu'il fallait. Donc là, je suis vraiment satisfait par le fait que je peux conclure avec aisance, avec vraiment aisance, que vous êtes déjà rentré dans la voie de l'expérience, que ce soit sur le plan pédagogique, avec votre carrière d'enseignante qui a débuté en 2005, et quand on voit ce que vous avez pu assumer comme divers enseignements, cours TDTP, etc., quand je vois aussi la responsabilité en pédagogie que vous avez prise au niveau de Burak, chef de département, et aussi ce que vous avez apporté, ce que j'ai eu la chance de discuter avec vous pendant vraiment un bon moment sur un peu cette prise en charge de la responsabilité, et ça a été vraiment un plaisir. Responsable qui a su prendre en charge sérieusement et faire face à des difficultés. Là, ça veut dire que même au niveau de Béjaïa, vous avez suivi avec vos encadrants, au niveau de l'équipe, au niveau du département, etc., un peu ce qui se passait dans votre structure. Ça, c'est ce qu'on souhaite de nos enseignants. Être au diapason de ce qui se passe. Il ne suffit pas aussi d'être enseignant tout court, mais un département, une structure pédagogique doit fonctionner. Monsieur Hidal, je ne suis pas... Un enseignant est responsable. Il n'y a pas plus haute responsabilité, que d'être enseignant. Quelque chose que j'ai exprimé même au ministère, conférence nationale. Il n'y a pas plus haute responsabilité que d'être enseignant. On forme des générations. Et là, juste pour quelques points, justement, pour cette responsabilité, qui dénote votre sérieux, votre compétence, elle a eu affaire à des questions sur le plan commande, sur le plan marché, acquisition des équipements, signature de PV, etc. Et elle a eu des difficultés dont elle m'en a fait part, et elle a réussi vis-à-vis de tout le monde, quelle que soit la responsabilité de la hiérarchie, etc. Et elle a su se défendre. Ça, c'est un grand plaisir. Elle a su se défendre. Ça, c'est franchement... C'est-à-dire, en fait, vous avez été opérationnel. C'est ce qu'on souhaite pour aller de l'avant et assurer à chaque fois notre relève. Sur le plan scientifique, franchement, je dirais que vous avez déjà acquis l'expérience. Quand je vois le nombre de thèmes très intéressants que vous avez présentés, donc avec des applications multiples, et quand je vois que, par exemple, tous les travaux que vous avez présentés ici sont validés par des publications internationales, dans des revues de renommée établies. Tous ces résultats, et même après le dossier d'habilitation, il y a eu encore publication. Moi, j'ai noté 10 publications à la réception de ce document, 10 publications et 14 communications nationales et internationales. Ça, c'est vraiment un plaisir. Et au vu de ces activités menées, des travaux réalisés, des aptitudes relevées, vous venez démontrer clairement donc vos capacités à diriger, même de façon autonome, des recherches. Monsieur Saïdani vous a dit que plusieurs portes d'université peuvent vous être ouvertes. Moi, je dirais il y a 2 portes. Il y a Béjaïa et Sétif. Mais je commencerai par Béjaïa. Et là, je dirais à monsieur le recteur qui est là, en dehors de présidence du jury, dans les critères de recrutement, moi je pense quand un laboratoire a besoin quand même de compétences de chercheurs qui sont issus de l'université, et pour assurer justement la relève, tant que les encadrants sont là, et c'est une chance d'avoir eu affaire à des encadrants qui ont aussi fait preuve de compétences dans le domaine de la recherche. Ils sont tous passés par de grandes villes universitaires. Si je prenais Grenoble, si je prenais Paris, le laboratoire, le LIS, que vous connaissez bien,
moi je pense qu'on ne peut pas laisser des laboratoires mourir. On ne peut pas laisser des laboratoires mourir. Et à Sétif, s'il y a une continuité dans l'enregistrement, c'est grâce à eux, hein, ceux qui sont ici de Sétif. Il y a d'autres aussi, collègues qui sont là-bas. Et là, je pense qu'il y a un effort à faire. Je pense qu'on peut être compréhensif, hein, au niveau des collègues, des comités scientifiques et des conseils scientifiques, pour quand même, il y a un personnel à retenir, un personnel de recherche qu'on doit retenir pour que l'université elle continue. On n'est pas éternel. On n'est pas éternel. Donc, il faut que Béjaïa puisse continuer à rayonner. Et là, je pense qu'il y a des réflexions peut-être à mener au niveau de notre institution, notamment au niveau des conseils scientifiques, comités scientifiques, des commissions de recrutement. Je pense qu'il y a des justificatifs, des critères qu'on doit discuter. Et là, je souhaite vivement que vous puissiez continuer, parce que là, je ne sais pas, à Bouira, bien sûr, il n'y avait pas de poste, c'est tout à fait normal que vous continuez à travailler, vous trouviez donc un poste de travail. À Alger, bien sûr, vous êtes mariés, etc. Peut-être qu'on va faire comme les militaires. Avant le mariage, il faut qu'on donne notre avis. Il y a une enquête qui est menée, hein. Chart. Je te connais, Bjaya, hein. Inch'Allah. Donc, je vous souhaite de tout corps de continuer dans le domaine. Il y a beaucoup à faire. Monsieur le professeur Saïdani vient de mettre l'accent sur un point très important, l'énergétique. Moi j'enseigne le module de stockage d'énergie à partir de cette année dans les nouveaux programmes. Et le stockage d'énergie sous forme électrochimique, pile, accumulateur, pile à combustible, sous forme électrique, les supercondensateurs, ça fait partie de la transition énergétique. Et des efforts importants sont déployés pour assurer, et ça intervient même dans les énergies renouvelables, hein. Tout ce qui est batterie, etc., c'est très important. Les supercondensateurs, il y a des apports d'énergie, des apports en matière d'énergie renouvelable, il y a des apports parce qu'il n'y a pas d'énergie renouvelable en continu, parfois pour le stockage, il est fondamental pour qu'il n'y ait pas de rupture. Donc vous avez un sujet, finalement, on parlait de monsieur le professeur Brunet, je dirais Allah yarhamou, hein, parce que c'est quelqu'un qui a donné, et qui a toujours bien accueilli les étrangers, quelle que soit la nationalité. C'est quelqu'un qui a fait de son mieux et qui a parlé de ce bioxyde depuis en 78 pour me dire qu'il n'est pas encore mort. C'est un produit d'avenir. Vous allez voir, M. Saoudi, cette question de bioxyde, que tout le monde, à l'époque, hein, c'est vrai, il commence à en avoir un peu marre, ce bioxyde, c'est ancien, c'est rudimentaire. Donc vous avez, je pense, des perspectives très intéressantes. Je ne terminerai pas sans féliciter monsieur le professeur Makhloufi pour tous les efforts qu'il a apportés et pour avoir vraiment su mettre beaucoup de chercheurs aussi sur la voie. Et j'insiste pour dire, tant que ces professeurs, ces encadrants sont encore là, je souhaite que la plupart de nos doctorants, de nos diplômés, même masters, qu'ils puissent en bénéficier de cette présence, et que notre souhait en tant que prochain partant à la retraite, qu'on laisse l'université rayonnante. Là, il faut enlever des esprits. Après moi, c'est le déluge. On n'est pas satisfait. C'est inconnu. Il faut que ça continue. L'université est là, elle est éternelle. Donc, mon souhait, c'est de compter sur tous ceux qui sont en train de fournir des efforts au niveau de nos laboratoires. Et je vous souhaite encore une fois une bonne continuation dans vos travaux de recherche, dans votre carrière à tout point de vue. Je vous remercie. Merci infiniment, professeur. Monsieur le Président. Oui, bien sûr. Quand vous êtes très gentil, je vais donc ندلل كيف يقولوا بالرومية. لا شوفي يا ليندا دوكا في لي بيلو اوديتيون vous ouvrez la batterie تاعك انت c'est du LiCOO2 elle a 3,5 voilà 3,7 volts
Celle qui a 4,5, elle est à base de LI MN2 au 4. Elle est à base de MNO2. Pourquoi j'ai demandé la parole? C'est pas pour j'ai un souhait. Tant que Monsieur le Président est là, c'est un ami de longue date, Khoya, je demanderai, si possible, à l'université de Bdjaya d'acquérir une boîte à gants pour manipuler le lithium. Le lithium en Algérie, sauf que les gens qui sont partis à l'étranger. Donc le lithium, on ne peut le manipuler que dans une boîte à gants, exemple d'humidité. Si vous pouvez, enfin, dans la mesure du possible, je pourrais beaucoup vous aider. Parce que à chaque fois, les universités, parce que là, il faut une chambre bien, il faut que quelqu'un la maîtrise et qui surveille le taux d'humidité. On met du lithium dedans, si on fait une gaffe, arrête le lithium. Voilà, donc il y a un vide extrême. Voilà, c'est pour ça que j'ai demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci. Effectivement, si on veut aller vers cette thématique de batterie au lithium, il faut travailler dans une atmosphère sans humidité. Je vais renvoyer la balle au professeur Makhloufi, qui est directeur de laboratoire. Il va nous préparer un projet dans ce sens, et on va présenter une demande pour avoir les crédits nécessaires pour l'acquisition de cette boîte à gants. Avant de céder la parole à M. Makhloufi, je voudrais revenir sur ce que vient de dire professeur Messoudi, et pour saisir cette occasion pour lui rendre un vibrant hommage eu égard au travail colossal qu'il a accompli durant sa carrière, et également eu égard à sa grande générosité de partager tout ce qu'il sait faire, tout ce qu'il sait entreprendre, tout son savoir-faire, que ce soit le savoir-faire scientifique ou le savoir-faire de gestionnaire, et également ses grandes relations humaines. Moi, franchement, je n'ai pas eu la chance d'être son étudiant, mais j'étais très chanceux de l'avoir comme responsable, et c'est avec lui que j'ai appris à comment dirais-je, tous les aspects en relation avec la gestion administrative, la gestion de la relation humaine, la gestion de la ressource humaine. J'ai beaucoup appris. Il était tellement généreux avec moi qu'il m'a pratiquement tout cédé, et je ne sais pas comment le remercier, mais Rabb al-Alamin yajzih mieux que moi. Voilà, et il continue avec nous. C'est lui qui nous a lancé sur cette voie du bioxyde de manganèse, et aujourd'hui on voit le résultat. Madame Ben Haddad qui a soutenu sa thèse de doctorat et son habilitation avec une dizaine de publications. Donc une dame aussi généreuse que celle-là, je crois qu'elles sont en ce moment très rares. Au jour d'aujourd'hui, dans la plupart des cas, malheureusement, un doctorant essaye de publier un article, et juste après l'apparition de l'article, il essaye de soutenir le plus tôt possible, et une fois qu'il a eu son deuxième article après la thèse, tout de suite c'est l'habilitation. Moi je qualifie ça de précipitation, puisque en réalité la personne n'a pas suffisamment de recul, n'a pas suffisamment d'expérience, n'a pas suffisamment de contact, n'a pas suffisamment d'échanges avec le monde universitaire, et il ne suffit pas d'avoir le titre de professeur habilité, mais ce qui est important, c'est d'avoir ce capital d'expérience, le savoir-faire, le savoir-vivre. C'est extrêmement important, et là Madame Ben Haddad Linda vient de nous donner un bel exemple à suivre, Inch'Allah,
pour les futurs doctorants et les futurs HDR. Donc je cède la parole au professeur Makhloufi pour nous faire part de ses remarques. Tfadal, Oustadna Al-Karim. Merci, merci Monsieur le Président. Donc, à mon tour, je pense qu'aujourd'hui, avec Linda, on ne va plus parler de dioxyde de manganèse. Ça fait une dizaine d'années qu'on en parle. Donc, une dizaine d'années. Mais on aura l'occasion d'en parler par la suite, bien sûr, si vous restez dans la même thématique et les mêmes sujets. Mes collègues ont souligné que l'avenir du dioxyde de manganèse est dans l'énergie, l'énergétique. Moi, je dirais que Ben Haddad est une source d'énergie. Elle est déjà donc débordante d'énergie. Je lui souhaite, je dirais, beaucoup de santé et beaucoup de, je dirais, de bien-être pour préserver un peu cette énergie-là, pour l'appliquer par la suite, pour que ce soit en recherche ou dans sa vie de tous les jours. Je vais peut-être être très bref, puisque tous mes collègues en ont parlé donc du sujet, de la candidate, donc de ses relations avec le labo, avec la recherche, avec le dioxyde de manganèse. Moi d'abord, déjà je remercie mes collègues, donc je joins ma parole à celle de mon collègue, le professeur Saïdani, donc pour remercier tous mes collègues qui sont ici, donc pour bien juger donc ce travail, qui nous font toujours l'honneur donc de répondre à nos sollicitations à chaque fois que c'est fait. Je les remercie beaucoup. C'est vrai, c'est des amis de 40 ans, c'est pas des amis d'hier, donc et c'est des gens de spécialité, donc de domaine de l'électrochimie et plus précisément du bioxyde donc de plomb, de manganèse ou du titane, où je dirais ils ont tous une relation donc dans leur comportement électrochimique. Je pense que nous avons toujours à gagner à les avoir parmi nous dans des thèses ou des habilitations dans le domaine. Ils nous ouvrent des voies, ils nous donnent des idées donc pour continuer, enrichir nos travaux. En second lieu, bien sûr, je félicite Madame Ben Haddad donc déjà d'avoir mené à terme ce travail. Effectivement, donc aujourd'hui, je dirais ça nous fait plaisir d'avoir déjà un rang magistral donc pour l'université algérienne. Donc je pense très prochainement vous serez ici parmi nous en tant que jury, membre du jury, pour juger des travaux donc de vos collègues. Déjà vous êtes sur la liste. Donc déjà pour une thèse très prochainement. Voilà, donc vous voyez bien donc le travail que vous avez effectué, la production scientifique. La première fois, on a eu l'occasion, bien sûr, en remerciant M. Msaoudi et M. Saïdani pour leur lien avec l'étranger, notamment avec l'université Pierre et Marie Curie, pour les relations scientifiques et amicales qu'on avait avec eux, qui nous ont facilité donc les relations avec eux. Donc ils étaient les pionniers de cette coopération. Quand on a eu l'occasion donc de vous proposer à ces gens-là, la seule chose que je leur ai dit au début, je leur ai dit vous allez être débordés par ces écrits. Parce que le travail, c'est pas ça qui lui fait peur. Donc chaque semaine, il y a des résultats, il y a des envois, il faut expliquer. C'est ce qui dénote de la richesse donc du travail accompli. Je pense franchement, je suis très content d'avoir travaillé avec toi. Tu m'excuses de te tutoyer, donc c'est comme un parent. Un parent, quand on a un fils, même si le fils il a 50 ans, c'est toujours son fils. Donc pour moi, c'est toujours mon étudiante, tu resteras mon étudiante, même après être professeur. Donc c'est toujours comme ça, c'est la loi de la nature. Donc je suis très content donc, que tu sois donc maintenant à ce stade-là, que tu aies terminé. Bien sûr, la recherche commence aujourd'hui, parce que maintenant la responsabilité, effectivement, c'est maintenant. Il y a eu une question auparavant où on vous a demandé pourquoi vous n'avez pas encadré. Parce qu'au début, vous n'avez pas le droit d'encadrer. D'un point de vue réglementaire, si vous n'avez pas l'habilitation, c'est juste si vous avez à encadrer des mémoires de fin d'études ou je dirais des masters à la rigueur. Donc là, vous pouvez donc déjà vous aventurer, et je pense qu'on peut vous faire confiance, dans un encadrement de thèse et après donc à juger des mémoires ou des habilitations ou donc toute cette partie-là donc de la recherche. Je vais peut-être m'arrêter là, je ne vais pas essayer trop donc de m'étaler, mes collègues ont fait le tour. De toute façon, vous êtes toujours bien la bienvenue donc chez nous, dans nos laboratoires et la coopération, j'espère qu'elle va continuer
Voilà, c'est toujours un plaisir de travailler ensemble avec toute l'équipe donc des deux labos, avec le nouveau labo peut-être dans lequel vous serez affecté à Alger. Et bien sûr, voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous rends la parole, Monsieur le Président. Merci beaucoup, professeur Makhloufi. Une fois, Linda est venue me voir, juste après son recrutement à l'université de Bouira. L'université de Bouira, les collègues ont tout de suite repéré en elle des capacités scientifiques, bien entendu, pédagogiques, mais aussi des capacités managériales. Et juste après lui avoir confié la responsabilité de département de génie des procédés, je l'ai vue, elle est venue me voir, on s'est salué. Linda, qu'est-ce que tu deviens? Voilà, j'ai pris un poste de responsabilité au niveau de l'université de Bouira. J'ai dit félicitations. Elle m'a dit, Monsieur Saïdani, je vais devenir comme vous. J'espère que tu seras mieux. Voilà, allez, on va se retirer pour délibérer, on sera de retour dans quelques instants. Merci.